Chers amis, bonjour, content de vous retrouver au début d'une nouvelle année, l'année 2026, et je vous souhaite bien des choses favorables dans les ordres personnels, familial et évidemment professionnels. Alors, tout d'abord, cette chronique porte sur un nombre considérable d'arrêts. J'en suis moi-même étonné, puisque le Conseil d'État, depuis notre dernière visite le 24 septembre, a rendu entre le 24 septembre 2025 et le dimanche 4 janvier 2026 5455 décisions, ce qui fait une moyenne de 20 000 par an, ce qui ne correspond absolument pas à la moyenne habituelle du Conseil d'État, qui est entre 10 000 et 11 000 décisions par an. Là-dedans est inclus des décisions du tribunal des conflits. Alors, je vais changer un peu l'ordre de présentation. L'arrêt que vous avez normalement en deuxième place sera traité en dernier parce qu'il est compliqué, parce qu'il est long et parce que j'ai des états d'âme pour vous l'exposer sur un plan état d'âme pédagogique. Donc je commence par le premier tel qu'il était prévu, du 9 octobre 2025, Ligue des droits de l'homme. Un arrêté du maire de Saint-Ouen-sur-Seine a interdit à tout mineur de moins de 16 ans, non accompagné d'une personne majeure ayant autorité sur lui, de circuler de 23h30 à 6h du matin sur les diverses voies publiques de la commune de Saint-Ouen. Et cela de la mi-juillet à la fin octobre 2025. La Ligue des droits de l'homme a demandé au juge du référé du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de cet arrêté municipal. Et elle se pourvoit en cassation de l'ordonnance du 30 juillet 2025 qui a rejeté sa demande. Le pourvoi en Conseil d'État est à son tour rejeté. Le Conseil d'État commence par annuler l'ordonnance du premier juge, mais pour un motif de procédure, d'interprétation de l'office du juge, ça ne nous retiendra pas. Alors, il faut savoir que la commune de Saint-Ouen est une commune où la police est étatisée. Et ici, il faut faire très attention à l'affirmation de l'étatisation. La police administrative, qui est donc énumérée par le fameux L 2212-2 du Code général des collectivités, la police administrative, c'est le bon ordre, la tranquillité, l'hygiène et la salubrité. Lorsque dans une commune, il faut faire très attention à ça, la police est étatisée, seule la police de la tranquillité publique est étatisée. Mais la police de l'ordre public, elle, n'est pas étatisée. C'est là que va résider la confusion de la Ligue demanderesse. Donc, le Conseil d'État examine d'abord les dispositions du Code général des collectivités territoriales sur l'étendue des matières qui relèvent de la police du maire, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Et ensuite, il examine les dispositions dérogatoires à cet article matriciel du Code général des collectivités, les articles qui régissent l'exercice du pouvoir de police dans les communes où la police est étatisée. Et à partir de là, le Conseil d'État va déduire l'étendue qui était celle des pouvoirs de police du maire en l'espèce et leurs limites. D'abord l'étendue, ensuite les limites. Concernant l'étendue, le Conseil d'État juge que les pouvoirs de police générale que l'État peut exercer en tout lieu vis-à-vis des mineurs, tout comme l'article 371.2 du Code civil, selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d'éducation, et enfin les articles 375 à 375.8 du Code civil, selon lesquels l'autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité et la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative, que toutes ces dispositions
prévues par des textes divers et multiples, ne font pas obstacle, c'est la formulation importante, à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont eux-mêmes susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction des circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article, et là la précision est importante, L 2212-2 du Code, c'est-à-dire l'énumération de la tétralogie, comme dit Valine, que j'ai faite tout à l'heure. Et s'agissant de la limite de ces pouvoirs, la police, de la police du maire, donc, le juge rappelle que la légalité de ces mesures qui restreignent la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la triple condition, premièrement, que ces mesures restrictives soient justifiées par l'existence de risques particuliers, de troubles à l'ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels ces mesures sont édictées. Deuxième condition, ces mesures doivent être adaptées à l'objectif pris en compte et, troisièmement, qu'elles soient proportionnées selon une règle classique du droit de la police. Ce cadre juridique posé, c'est alors le troisième temps de la décision, c'est-à-dire l'examen concret des faits de l'espèce. Ceci conduit d'abord le Conseil d'État à faire litière d'un argument avancé par la Ligue requérante. Elle affirmait que le maire de Saint-Ouen était incompétent pour interdire par l'arrêté contesté la circulation des mineurs la nuit, au motif, je l'ai dit tout à l'heure, que la police dans cette commune était étatisée sur l'ensemble du territoire communal. Parce que, dit le Conseil d'État, contrairement à ce que pense la Ligue, cette étatisation de la police ne vise que la tranquillité publique. Or, l'existence d'une police d'État a pour effet d'instaurer certes un monopole au profit de cette police en cette matière, mais, dit-il, cet arrêté n'a pas pour seul objet la tranquillité. Il a aussi pour objet l'ordre public. Puis la protection des mineurs qui n'entrent pas dans la police d'État, bien évidemment. Au fond, le juge procède à une étude très serrée des circonstances de fait de l'espèce. Il relève qu'il ressort des éléments versés au dossier au cours de l'instruction devant le Conseil d'État, en particulier des données chiffrées produites par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui ne sont pas contestées en défense, relève le Conseil d'État, que cette commune est confrontée depuis plusieurs années à une augmentation significative de la délinquance générale, que le taux de délits violents dans la commune s'est élevé à 19 pour 1000 habitants en 2024, alors qu'il n'est en moyenne que de 6 pour 1000 au niveau national, que la proportion des mineurs impliqués dans la commission de faits délictuels s'est notablement accrue avec une nette augmentation entre 2023 et 2025 du nombre de mineurs ayant fait l'objet d'interpellations sur le territoire de la commune, et que les infractions commises par des mineurs liées au trafic de stupéfiants ou se traduisant par des dégradations ont significativement augmenté depuis 2023 et qu'environ 40% des interpellations de mineurs ont eu lieu pendant la nuit en 2024 et en 2025. Il résulte enfin, par ailleurs, de l'arrêté contesté, nous dit le Conseil d'État, que l'interdiction de circulation qu'il édicte vise les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés et s'applique sur un créneau horaire allant de 23h30 à 6h du matin. Enfin, le Conseil d'État observe que la délimitation des voies publiques concernées par l'interdiction municipale correspond exactement aux parties du territoire de la commune où sont constatés les comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles à l'ordre public. La conclusion est évidemment très prévisible. La requérante ne rapporte pas la preuve que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence ni non plus qu'il constituerait une mesure dépourvue de nécessité, inadaptée et disproportionnée. Dès lors que n'est pas remplie, car nous sommes un référé, n'est pas remplie l'une des deux conditions, il n'est pas examiné la condition d'urgence.
Je fais deux observations sur ce point. D'abord, il y a une certaine évolution de la jurisprudence en ce domaine. Par exemple, en 2018, sur recours de la même Ligue des droits de l'homme, le Conseil d'État avait estimé illégal l'arrêté du maire de Béziers. Il est vrai que la personnalité du maire avait pesé lourd dans l'inobjectivité du Conseil d'État, avait donc estimé que le maire de Béziers avait commis une illégalité en prenant un arrêté interdisant dans certaines zones la circulation nocturne de mineurs non accompagnés de moins de 13 ans, donc en dessous de la règle qu'a fixé l'arrêté de 2025. Parce que le Conseil d'État a estimé que le motif invoqué par le maire, à savoir la protection des mineurs contre les violences dont ils pourraient être les victimes et la prévention des troubles que ces mêmes mineurs pourraient causer à l'ordre public, n'est pas établi, dit le Conseil d'État, et que il n'est pas établi non plus que la mise en cause des mineurs de 13 ans ait été à cette époque-là en augmentation ou que leur taux de délinquance est augmenté dans les zones concernées par l'interdiction. Alors que la Cour de Marseille avait statué en sens rigoureusement inverse et, à mon avis, plus intelligent. La deuxième remarque qu'il convient de faire, c'est que nous sommes en référé. Et le référé est une juridiction à juge unique. Or, vous constaterez que dans ces affaires d'interdiction de circulation des mineurs, que ce fût en 2018 ou que ce soit aujourd'hui en 2025, sont rendus en formation collégiale et non pas par ordonnance de référé. Deuxième décision, s'il n'y a pas de question, je ne crois pas. Deuxième décision, qui est en fait la troisième dans votre liste, c'est l'histoire des liens affectifs nés après un accident. Alors, l'affaire se présente sous la forme d'un avis rendu par le Conseil d'État, à la demande donc du tribunal administratif, du 6 novembre 2025, M. B contre Oniam. Le Conseil d'État était interrogé dans le cadre de la procédure d'avis de droit sur le point de savoir si et comment peut être indemnisé le dommage subi par une personne qui a noué des liens affectifs étroits avec la victime, postérieurement, c'est évidemment l'adverbe qui est ici capital, postérieurement au fait générateur du dommage. Le Conseil d'État rend à ce sujet une décision très constructive. On relèvera que si, en l'espèce, la victime avait subi des préjudices consécutifs à la vaccination contre la grippe H1N1, qui explique l'intervention de l'ONIAM à la procédure, puis avait noué une relation postérieurement à sa vaccination et à l'apparition de troubles qui ont résulté de cette vaccination, la réponse des juges du Conseil d'État est rédigée en termes généraux qui essaient de couvrir toutes les situations d'apparition de liens d'affection postérieurement aux faits générateurs et aux troubles en résultant. Le Conseil d'État juge donc que les proches de la victime d'un dommage corporel qui serait en droit d'être indemnisé de ses préjudices personnels peuvent exercer une action en leur nom propre, et cela dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime et qu'ils peuvent prétendre par conséquent à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation, précise le Conseil d'État, s'étend aux préjudices tant patrimoniaux, comme la perte de revenus ou les frais nécessités par l'accident, mais également aux préjudices extra-patrimoniaux, tels le préjudice moral ou le préjudice d'affection. La circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n'a noué avec elle de tels liens qu'après la survenance du fait dommageable, et car c'est bien là la question, n'est pas de nature à exclure son droit à réparation.
Mais ce droit reste cependant, comme cela est logique, subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. Le juge exige une certaine pérennité, etc. De même, précise le juge, en cas d'aggravation du dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation, mais avant l'aggravation, ne peuvent prétendre qu'à la réparation des seuls préjudices liés à cette aggravation. En toute hypothèse, le Conseil d'État rappelle, et cela s'ajoute même évidemment, qu'il appartient aux juges saisis du litige d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée. Et donnant un champ maximum d'application à sa réponse, à la demande d'avis de droit, le Conseil d'État précise en outre que, sauf disposition législative contraire, les principes qu'il vient d'énoncer s'appliquent aussi bien au régime de responsabilité pour faute qu'au régime de responsabilité non fondée sur la preuve d'une faute, ainsi qu'au régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, puisque l'ONIAM, étant intervenu au titre de la solidarité nationale, soutenait qu'en toute hypothèse, quelle que fût la solution, elle ne pouvait être appliquée dans l'hypothèse de l'intervention au titre de la solidarité. En l'espèce, d'ailleurs, le dommage dont il s'agit, c'était les conséquences d'une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d'urgence prises en application du Code de la santé pour faire face à une menace sanitaire grave, puisqu'il s'agissait alors de la Covid-19. La nouveauté de la question, la netteté, l'ampleur de la réponse auraient justifié, à mon avis, que cet avis fût rendu en section. Cette solution me semble devoir être approuvée à condition d'en bien fixer et surtout vérifier les limites. Au reste, je signale qu'elle est assez proche d'une jurisprudence aujourd'hui septuagénaire selon laquelle a été jugé réparable le préjudice causé à un jeune enfant par le décès de la femme qui, sans lien de parenté aucun avec cet enfant et sans aucune autorisation administrative quelconque, l'a recueilli à la mort de ses parents. Le Conseil d'État a estimé qu'il y avait là un lien d'affection justifiant le droit à réparation de l'enfant. C'était un arrêt du 13 juillet 1956, ministre des PTT contre Bérou. Bérou qui ne s'écrit pas comme la bestiole paloise, mais B-E-R-O-U-D. Une troisième décision qui va plaire à Maître Valette, enfin, je ne sais pas si la décision va plaire, mais c'est dans un domaine qui lui est familier, même s'il est plus ballon rond que tripotage physique, c'est une décision du 15 décembre 2025, Société Paris Saint-Germain Judo et Association Étoile Sportive du Blanc-Mesnil Judo. Alors ici, il faut un peu s'accrocher aux branches parce que c'est une succession d'actes qu'il va falloir bien distinguer. Le conseil d'administration de la Fédération française de judo, la FFJDA, puisque c'est tout kendo, discipline associée, bref, le CA de la Fédération de judo, le 14 mars 2025, se prononce en faveur de la réforme de championnat par équipe de club, prévoyant l'organisation d'un championnat de France par équipe mixte et, en conséquence, la réforme du règlement sportif de ce championnat. Puis, ça c'est le conseil d'administration. L'Assemblée générale de cette fédération de judo, un mois plus tard, le 13 avril 2025, décide de mettre en œuvre cette réforme et d'approuver le règlement sportif. C'est alors que les deux sociétés requérantes, Paris Saint-Germain Judo et Étoile Sportive de Blanc-Mesnil Judo, décident de contester ces délibérations. Et en vertu des dispositions du Code du sport, qu'ils vont appliquer erronément d'ailleurs, mais peu importe, ces deux clubs vont saisir la
Comité national olympique et sportif français d'une demande de conciliation, puisque le Code prévoit dans certains cas l'obligation d'une opération de conciliation avant la saisine des juridictions. Les propositions de conciliation du CNOSF sont formulées le 20 mai 2025 et elles sont rejetées le jour même par le président de la Fédération française de judo. Suite à cet échec, les deux requérants demandent au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir, d'abord de la délibération du Conseil d'administration, puis de la délibération de l'Assemblée générale et enfin de la décision du président de la Fédération française de judo du 20 mai 2025. Tout d'abord, premier point, le recours dirigé contre la délibération du conseil d'administration de la Fédération française de judo est évidemment rejeté parce que celle-ci n'a qu'un caractère purement préparatoire à la délibération de l'Assemblée générale, laquelle est celle décisoire. Deuxième contestation, la délibération de l'Assemblée générale de la Fédération de judo du 13 avril 2025. Alors là, le Conseil d'État trace très nettement la limite des pouvoirs des fédérations sportives délégataires. D'une manière générale, explique le Conseil d'État, ces fédérations délégataires, qui font l'objet d'un agrément par l'État, organisent les compétitions sportives officielles et elles prennent les dispositions utiles pour assurer l'organisation de ces compétitions. Toutefois, précise le Conseil d'État, et c'est une des nouveautés de l'affaire, dans l'exercice de ce pouvoir, les fédérations ne peuvent légalement porter atteinte aux principes généraux du droit. Premier principe général que soulève le Conseil d'État, celui du libre accès aux activités sportives pour tous et à tous les niveaux. Et deuxième principe général du droit, celui-là nous est plus familier, le principe d'égalité. Et donc le Conseil d'État dit il ne peut être porté atteinte à ces deux principes généraux que dans les seuls cas où ces atteintes ne sont pas excessives au regard des objectifs poursuivis. Cette double affirmation réitère en réalité une solution que le Conseil d'État avait déjà retenue dans un arrêt de section du 16 mars 1984, Boedi et autres, et qu'il a réitéré le 28 novembre 2018 dans l'arrêt Madame Sabella. Partant de là, trois motifs ou séries de motifs d'annulation sont retenus par le juge administratif. En premier lieu, le juge relève que la réforme litigieuse a consisté à réserver aux clubs qui étaient déjà membres de l'ancienne Judo Pro League 14 des 16 places de la première division, au motif d'une part qu'ils répondaient, dans le cadre de cette précédente ligue fermée, à un cahier des charges qui n'a pas été imposé aux clubs de la première division et dont il n'est pas établi qu'il conduisait à retenir les équipes se distinguant par leur mérite sportif, et d'autre part qu'ils ont déjà expérimenté le format d'équipe mixte, alors que d'autres clubs français ont participé directement à la Ligue des champions par équipe mixte. Les décisions litigieuses portent ainsi, selon le Conseil d'État, au principe de libre accès aux activités sportives et au principe d'égalité, des atteintes qui excèdent par leur importance celles qui auraient pu être justifiées par la mise en place d'une nouvelle compétition. En deuxième lieu, le Conseil d'État fait reproche à la délibération de l'Assemblée générale de la Fédération française de judo du 13 avril 2025 d'avoir prévu que l'épreuve qualificative pour l'accès à la première division des clubs n'y accédant pas directement en qualité de membre de l'ancienne Judo Pro League, autrement dit 2 clubs sur 16, puisque les 14 premiers ont été pourvus par la Judo Pro League, se déroulerait en mai 2025, un mois plus tard. Eu égard à la nécessité pour les clubs souhaitant prendre part à cette épreuve de constituer des équipes mixtes dans leur sein et pour les membres de ces équipes de l'intégrer dans leur programme d'entraînement et de compétition alors que la saison était en cours, cette délibération est illégale parce qu'elle n'a pas prévu un délai suffisant entre l'adoption de la délibération
et l'organisation de cette épreuve qualificative qui s'est déroulée le 24 mai 2025, alors que les articles L 221.5 et L 221.6 du Code des relations entre le public et l'administration font obligation, je cite, à l'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. En réalité, cette formulation parfaitement intempestive et inutile du Code des relations entre le public et l'administration n'est que la transcription mot pour mot, ligne à ligne, virgule comprise, de la décision Lacroix, la décision de section de 2006, qui a inventé le principe de l'obligation des mesures transitoires, comme principe général du droit. Enfin, en troisième lieu, et ça c'est assez cocasse, la décision du président de la Fédération française de judo. Ici, le Conseil d'État apporte des précisions intéressantes en forme d'acrobatie. Mais j'ai toujours dit que le premier métier du Conseil d'État était le funambulisme. Il apporte ici la démonstration. Comme la délibération d'avril 2025, donc celle qui crée le principe des compétitions par équipe mixte et qui fixe la réglementation en conséquence, cette délibération du 15 avril 2025, dit le Conseil d'État, avait un caractère réglementaire. La chose peut se discuter. Et donc, parce qu'elle avait un caractère réglementaire, le litige qui opposait à la fédération des clubs sportifs ne relevait pas du pouvoir de conciliation du Comité national olympique et sportif français. Dès lors, les requérants n'étaient pas tenus de saisir le Comité national olympique et sportif d'une demande de conciliation préalablement à l'exercice du recours contentieux. Et là, le Conseil d'État, qui aurait pu s'arrêter là, en disant ils ont saisi à tort, RAS, circulé, il n'y a rien à voir. Mais non, le Conseil d'État dit, par conséquent, les demandes de conciliation, donc adressées, vous l'avez bien entendu, au Conseil national, au Comité national olympique et sportif, les demandes de conciliation doivent être en réalité considérées comme des recours gracieux contre la délibération d'avril 2025, d'où il suit que la décision du président de la Fédération refusant les propositions émises par le Comité national olympique, bien entendu, doit être regardée comme une décision de refus opposée au recours gracieux présenté par les requérants. Elle doit donc être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 13 avril 2025 de l'Assemblée générale de la Fédération. Ouf, pour une fédération sportive en pratique l'acrobatie. Restait une question très importante, tranchée ici de façon très ferme, celle de la modulation des effets dans le temps des annulations ainsi prononcées. Et il faut citer ici intégralement le raisonnement du juge. Voici comment s'exprime le Conseil d'État. Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le déroulement de la compétition de première division du championnat de France des clubs par équipe mixte au titre de l'année 2025, qui résulterait de l'annulation à effet immédiat au cours de la compétition de la délibération de l'Assemblée générale du 13 avril 2025 et de la décision du président de la Fédération du 20 mai 2025, et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder les annulations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de différer à l'issue de cette compétition, le 16 mai 2026, la date d'effet de l'annulation rétroactive prononcée par la présente décision. Vous observerez le glissement sémantique du Conseil d'État, qui est loin d'être totalement innocent, après avoir dit au début de la phrase « Je rappelle qu'il ne pourrait pas y avoir d'annulation à effet immédiat » en cours de compétition, il ajoute ici, glissement sémantique particulièrement, l'annulation rétroactive prononcée par la présente décision. Comprendre qui pourra entre la rétroactivité et l'immédiateté. Mais c'est la fin, parce que jusque-là, on est dans le classique différé d'application d'une solution jurisprudentielle. Mais cette annulation, précise le Conseil d'État, fera toutefois obstacle
à ce que des effets juridiques quelconques puissent s'attacher à cette compétition, notamment s'agissant de la désignation d'un club champion de France et de la sélection par la Fédération française de judo des équipes de clubs appelées à participer à la Ligue des champions organisée par l'Union du judo européen. La réforme de 2025 est sauvée, mais à un prix exorbitant puisqu'elle ne pourra pas produire d'effets juridiques significatifs jusqu'à cette date postérieure, donc au 16 mai 2026. Donc un arrêt intéressant, très alambiqué, où on voit bien que le Conseil d'État a été scandalisé par une décision qui favorisait des clubs au détriment d'autres clubs, et donc a cherché à sauver la mise des clubs requérants, des deux clubs requérants. Voilà pour cette décision qui était la troisième en réalité, et je vais aborder maintenant l'arrêt sur la Française des Jeux, un peu compliqué, de droit public économique. Il s'agit donc d'un arrêt du 30 septembre 2025, Société The Betting and Gaming Council. C'est tout le problème de la Française des Jeux avec laquelle l'État entretient une relation particulièrement complexe, tourmentée et pour tout dire malsaine. Une loi du 22 mai 2019 a imposé à la Française des Jeux un versement de 380 millions d'euros en contrepartie de l'octroi par l'État à la FDJ de droits exclusifs pour une durée de 25 ans. Et cela sur les jeux de loterie et sur les paris sportifs en réseau physique de distribution. Ce versement, donc, a été fixé à 380 millions d'euros par l'article 3 du cahier des charges de la Française des Jeux, lequel cahier a été approuvé par un décret du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'État sur la Française des Jeux, car il est significatif que la loi porte comme dénomination contrôle étroit de l'État sur la Française des Jeux. Le mot étroit figure dans les dénominations de la loi. Pour fixer la contrepartie financière due par cette société, pourquoi 380 millions et pas plus et pas moins? Pour fixer donc cette contrepartie financière, a été retenue une méthode différentielle consistant à évaluer cette contrepartie non pas sur la base de la valeur théorique des droits exclusifs eux-mêmes, mais sur celle du surcroît de leur valeur résultant pour cette société du nouveau cadre juridique tel que comparé à l'état du droit antérieur. Autrement dit, on n'a pas procédé à un examen brut, mais à un examen comparatif, quoi de plus par rapport à l'existant antérieur. Et il a été procédé à cette fin à la comparaison entre la valeur de l'activité sous droit exclusif de la société avant et après la réforme de 2019 à travers la mesure en deux colonnes, d'une part des impacts négatifs de la réforme, c'est-à-dire la limitation à 25 ans et non plus la perpétuité de la durée du monopole, la fiscalité qui en résulte et les coûts additionnels supportés par la société. Et en face du négatif, on a fait une colonne des impacts positifs résultant de la sécurisation accrue des droits exclusifs et du nouveau cadre fiscal applicable à la Française des Jeux. La Commission européenne décide le 26 juillet 2021, donc 2 ans après la création du système législatif que je viens de décrire, décide d'ouvrir la procédure formelle d'examen qui est prévue à 108.2 du TFUE en ce qui concerne la rémunération due à l'État par la Française des Jeux en échange de droits exclusifs qui lui ont été attribués. Le Conseil d'État est alors saisi, entre-temps, par la société donc, qui donne son nom à l'arrêt The Betting and Gaming Council.
Et cette société demande l'annulation du décret du 17 octobre 2019, c'est-à-dire celui approuvant le cahier des charges fixant à 380 millions le montant, on pourrait dire des royalties en réalité, versés par la Française des Jeux à l'État, au motif, selon la société requérante, que ce décret instituait au profit de la Française des Jeux une aide d'État illégale pour n'avoir pas été déclarée préalablement à la Commission européenne. Le Conseil d'État, sachant que dans le même temps, la Commission européenne avait déjà ouvert une procédure, a tout naturellement cherché à statuer jusqu'à la reddition par la Commission des résultats de son enquête. Et au cours de son analyse des éléments de l'affaire, la Commission européenne a estimé que le recours à la méthode différentielle que je décris tout à l'heure, les deux colonnes, en négatif et en positif, que ce recours était justifié au motif que de toute façon, les droits exclusifs de la Française des Jeux, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2019, qui a seulement modifié les conditions d'exercice de ces droits, notamment en limitant leur durée, ces droits existaient déjà. Cependant, la Commission, contre toute logique à mon avis, a demandé que les autorités françaises procèdent à une évaluation de la rémunération due à l'État en retenant l'hypothèse selon laquelle, en l'absence d'intervention de cette loi, les droits exclusifs de la Française des Jeux auraient tout de même pris fin au bout de 25 ans. Autrement dit, puisqu'on est passé d'une durée indéfinie à une durée de 25 ans, la Commission dit, calculez-moi, vous, État français, combien ça aurait rapporté à la Française des Jeux si, avant la loi de 2019, on avait décidé, hypothétiquement parlant, sur le plan comptable, bien sûr, on avait décidé une limitation à 25 années. Et à la suite, donc, de ces différents éléments, la Commission, par une décision du 31 octobre 2024, donc à l'issue de la procédure formelle d'examen, a noté l'engagement des autorités françaises d'augmenter la valeur de la soulte de 97 millions d'euros. Autrement dit, de 380, la Française des Jeux se voit taxer à 477 millions d'euros. Et précise la Commission, c'est là tout le vice de son raisonnement, elle note donc cet engagement de 97 millions supplémentaires, je cite, afin de conforter l'absence d'aide. Et elle a conclu que l'octroi de droits exclusifs à la Française des Jeux par la loi ne lui a pas conféré d'avantages économiques. La mesure critiquée par la requérante devant le Conseil d'État ne constitue donc pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Et je cite encore la Commission, dès lors que la mesure mise à exécution par la République française en faveur de la Française des Jeux est augmentée de 97 millions d'euros. En conséquence, le décret du 30 avril 2025, prenant acte de cette position de la Commission, a approuvé un avenant numéro 1 à la Convention entre l'État et la Française des Jeux, qui prévoit le versement par cette dernière d'un complément de rémunération de 97 millions d'euros. Pour apprécier le respect par le décret attaqué d'octobre 2019 de l'interdiction de mise à exécution résultant de l'article 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte de la conclusion de la Commission européenne du 31 octobre 2024, qui a clos la procédure formelle d'examen en affirmant qu'il n'y a pas de caractère d'aide d'État de la mesure soumise à son examen, le Conseil d'État juge, c'est une interprétation Conseil d'État, juge que par cette décision, la Commission a conclu en notant notamment
l'engagement pris au nom de la procédure par les autorités françaises de mettre à la charge de la Française des Jeux un versement complémentaire de 97 millions d'euros, qu'a d'ailleurs concrétisé le décret d'avril 2025, et que ne constituait donc pas une aide d'État l'octroi de droits exclusifs à cette société pour une durée de 25 ans prévue par la loi de 2019 et mis en exécution par le décret attaqué. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret mettrait à exécution une telle aide illégale, faute d'avoir été préalablement notifiée à la Commission, ne peut qu'être écarté. Or, la solution me semble devoir être approuvée, d'abord parce que, curieusement, la Commission n'a pas donné un caractère rétroactif à sa décision de 2024 d'accroître de 97 millions le versement de la Française des Jeux, car elle a elle-même expressément décidé que ce versement complémentaire avait seulement pour effet de conforter l'absence d'aide. Si l'on comprend bien le raisonnement, la Commission nous dit les 380 millions qu'il était dès l'origine prévu de voir versés par la FDJ à l'État ne constituaient pas une aide, ne constituaient déjà pas une aide d'État et donc n'avaient pas à être soumis à la Commission. Et, dit-il, l'engagement de faire verser 97 millions de plus ne fait que conforter l'absence d'aide. Mais là, on est dans un scénario complètement loufoque, où les 380 millions étaient déjà à un niveau tel qu'il ne pouvait y avoir aide, et les 97 millions sont une espèce de superfluité qui n'a strictement aucun intérêt sur le plan du droit européen et du droit de la concurrence, ou alors, ils étaient insuffisants, et c'est les seuls 97 millions supplémentaires qui font basculer de l'aide d'État à l'absence d'aide d'État. Et enfin, reste une interrogation. Si le montant initial de 380 millions ne constituait pas une aide, à quoi rime l'augmentation de plus de 25%, parce que 97 millions, c'est quand même le quart de 380, 25% de ce montant. Il y a là quelque chose qui laisse un goût amer sur la pertinence des solutions combinées de la Commission et du Conseil d'État. Nous abordons maintenant une décision du tribunal des conflits, chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, du 8 décembre 2025, qui aura les honneurs de la publication, au Le Bon, où se mêlent les questions de domaine public et aéroportuaire, de convention d'occupation temporaire du domaine public, de financement des travaux par crédit bail, et de contrats de droit privé et de compétences du juge judiciaire dans un méli-mélo assez inextricable, mais j'insiste sur cette décision parce qu'elle montre à quel point il est capital pour les juristes de droit public de bien connaître les mécanismes, notamment financiers, du droit privé, et pour les juristes de droit privé, et bien sûr de savoir combiner les principes et institutions du droit privé avec celles du droit public. La Chambre de commerce et d'industrie, CCI, de l'Hérault, établissement public, placé sous la tutelle de l'État, conclut en 2004 avec une société, je n'entre pas dans le détail parce que c'est une cascade de sociétés qui reprennent des sociétés, conclut donc avec une société une convention autorisant celle-ci à occuper temporairement le domaine public de l'aéroport Montpellier-Méditerranée pour une durée de 30 ans en vue de l'exploitation d'un terrain alors nu de 7300 m² environ situé sur le territoire de la commune de Meuglo. Et cela en vue de l'édification et de l'exploitation de bâtiments destinés à l'installation de bureaux. Terrain, je l'ai dit, de 7300 m² sur lequel on va construire 15 000 m² de bureaux. L'opération est financée par Crédit Bail. Puis, nous sommes donc en 2004, 2 ans plus tard,
l'autorisation donnée par la Chambre de commerce est partiellement transférée à une autre société, elle-même avec une SCI, gérée et majoritairement détenue par la première société preneuse, société 1, un contrat de crédit-bail en vue de la construction sur le terrain d'un immeuble de bureau d'une superficie de 2638 mètres carrés. Donc, on a bien, je répète, un terrain de 7300 mètres carrés, on construit primitivement 15 000 mètres carrés, il est prévu 15 000 mètres carrés de bureaux, mais on détache entre-temps un morceau de la parcelle sur 2600 mètres carrés, donc un tiers grosso modo de la superficie initiale, et là, il est construit des bureaux sur le système du crédit-bail, du financement par crédit-bail. La SCI, donc, qui a conclu avec la Chambre de commerce de l'Hérault, qui est le crédit preneur, conclut un contrat de sous-location de cet immeuble, ainsi que de 88 places de stationnement situées dans la même zone de l'aéroport de Montpellier, faisant l'objet de la convention d'occupation temporaire du domaine public. Donc on ne sort pas du périmètre de la convention initiale temporaire d'occupation du domaine public. Un litige s'élève entre la Chambre de commerce et la SCI. Pardon. Il réclame la restitution, au titre de la répétition de l'indu, de la TVA, qui, selon elle, aurait grevé à tort les loyers qui lui ont été facturés de 2016 à 2021. Il s'agissait donc de déterminer la juridiction compétente pour connaître de ce contentieux. Pour décider que ce litige ne peut relever que des juridictions de l'ordre judiciaire, le tribunal des conflits écarte trois possibilités qui sont vraisemblablement les trois arguments développés au soutien de la requête. En premier lieu, le tribunal des conflits note que le contrat en cause de 2004, donc le premier contrat, est une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, purement et simplement. Et que cette convention, d'une part, vise certaines dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, et d'autre part, confère à son bénéficiaire les prérogatives et les obligations du propriétaire sur les ouvrages, les constructions et les installations dont l'édification a été prévue pour l'exercice d'une activité autorisée par la Convention d'occupation. Et le tribunal en déduit qu'il suit de là que les constructions réalisées à ce titre n'appartiennent pas au domaine public de l'État, mais pendant la durée du crédit-bail à la société crédit-bailleur. C'est l'application rigoureuse des règles du crédit-bail telles qu'elles figurent dans le Code civil. Ainsi, le bail qui a été conclu, donc 2 ans après, en septembre 2006, est dissociable de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue en 2004 et ne présente donc pas le caractère d'un contrat comportant occupation du domaine public, ce qui l'aurait fait relever, bien sûr, de la compétence de la juridiction administrative par détermination de la loi en application du décret-loi du 17 juin 1938. Deuxièmement, le tribunal des conflits indique encore que les contrats en cause, les différents contrats, la cascade de contrats, ne constituent pas des marchés publics de travaux au sens des dispositions du Code de la commande publique, faute, dit le tribunal des conflits, faute par la Chambre de commerce de l'Hérault d'avoir exercé une influence déterminante sur les conceptions architecturales des biens loués ou d'avoir formulé des demandes concernant les aménagements intérieurs se distinguant du fait de leur spécificité et de leur ampleur. Autrement dit, le contrat porte sur l'édification et l'exploitation de bureaux, aussi bureaux que des bureaux peuvent être bureaux, et la Chambre de commerce n'a exprimé aucun désir particulier qui
pu entraîner un aménagement spécifique ou autre qui aurait rattaché évidemment au code de la commande publique. Et enfin, troisième argument selon le tribunal construit, le contrat de bail qui a été conclu sous le régime de la loi du 23 décembre 1986 n'a pas pour objet l'organisation ou l'exécution même d'une mission de service public incombant à la CCI de l'Hérault, mais vise à répondre simplement aux besoins de fonctionnement de la Chambre de commerce, en lui permettant d'héberger ses services généraux dans les locaux loués et d'y accueillir du public. Et d'autre part, ce contrat de bail ne comporte pas non plus de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent dans l'intérêt général qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Et dernière précision me font sourire parce qu'il se trouve que le hasard du calendrier fait que ce soir, je prononce à l'université une conférence sur les arrêts Époubertin et Consort-Grimoire de 1956 qui ont précisément inventé le critère de l'exécution même du service public pour déterminer si un contrat est administratif ou non. Vient maintenant un arrêt d'assemblée qu'en réalité, je ne traite que par filet d'assemblée et que je ne veux pas être accusé d'avoir négligé un arrêt d'assemblée du Conseil d'État qui n'en rend plus beaucoup. Alors que quand j'étais élève, on nous apprenait qu'un vendredi sur 6 était consacré aux arrêts d'assemblée et 2 vendredis sur 6 aux arrêts de section. Les choses étaient plus simples qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors, cet arrêt d'assemblée du 10 décembre 2025 s'intitule « Fédération de l'équipement de l'environnement des transports et des services force ouvrière », en abrégé FEETS-FO, c'est aussi long d'ailleurs que le texte intégral. Alors, c'est une matière qu'on connaît mal parce qu'elle est à la limite du droit de la fonction publique, du droit des actes unilatéraux et du droit du travail. Des dispositions, on n'entre pas dans le détail, des dispositions du Code général de la fonction publique habilitent les organisations syndicales représentatives d'agents publics et les autorités administratives et territoriales qui les emploient à conclure et à signer des accords qui, lorsqu'ils remplissent les conditions donc prévues par les textes, les conditions de validité, peuvent comporter, d'une part, des dispositions édictant des mesures réglementaires et d'autre part, des clauses par lesquelles l'autorité administrative ou territoriale s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Le sujet est d'importance, au moins au plan théorique et politique. La délégation du pouvoir réglementaire à des entités privées ou même à certaines autorités publiques qui n'en disposent pas, comme les ministres par exemple, est en France une chose assez rare et généralement pas très bien vue, notamment par le juge administratif. Depuis, on le sait, 7 mars 1936 et l'arrêt Jamard. C'est pourquoi, dans le présent litige, le Conseil d'État tient à manifester très strictement les limites qu'il entend assigner à ce qu'il considère comme une véritable dérive. En effet, à la différence de ce qu'il en est dans d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, l'Italie, il est parfaitement admis en France, et même incontournable, que l'État ait son mot à dire en matière de droit du travail et de droit social. C'est pourquoi les tentatives timides d'accorder un pouvoir réglementaire en la matière, en particulier aux organisations syndicales, demeurent très limitées, sous la vigilante férule du Conseil d'État. On est loin, par exemple, de cette décision de la Cour italienne de cassation de 1952, réitérée des dizaines de fois, qu'au reste,
les relations de droit social et de droit de travail ne concernent que des intérêts particuliers, étroits, subjectifs, singuliers et égoïstes, dans lesquels l'État, prétendument garant de l'intérêt général, aurait quelque idée sur la solution qu'il convient d'y apporter. Donc, ici, le juge rappelle trois choses importantes. En premier lieu, bien sûr, les pouvoirs conférés par les dispositions du Code du travail sont cantonnés au seul domaine mentionné dans un article particulier, L. 222.3 du Code général de la fonction publique. On a bien compris qu'il y a une articulation entre le Code du travail et le Code de la fonction publique. Et donc, selon le Conseil d'État, les pouvoirs réglementaires, vais-je dire, ne sauraient être étendus ni par connexité, ni par similitude, ni autre, ni même par comparaison. Donc c'est strictement limité aux matières strictement interprétées de L. 222.3. En deuxième lieu, précise le Conseil d'État, personne ne lui demandait. Même en restant dans le cadre de cet article L. 222.3, où là la délégation du pouvoir réglementaire est expressément prévue par la loi, les mesures de nature réglementaire ne peuvent ni porter sur les règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'État de fixer, on ne sait pas d'où ça sort, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'État, ni y déroger, virgule, quand bien même les dispositions législatives ne s'y opposeraient pas. Et enfin, troisième lieu, lorsque les organisations syndicales, et c'est le cas de l'espèce, lorsque les organisations syndicales représentatives et les autorités compétentes négocient sur un autre domaine que ceux énumérés à L. 222.3 du Code général de la fonction publique, l'accord qui en résulte, le cas échéant, constitue une simple déclaration d'intention dépourvue de toute valeur juridique et de toute force contraignante, ne pouvant dès lors faire grief. Et ne peut pas être soumis, évidemment, au juge administratif. Voilà ce que l'on peut dire des arrêts qui avaient été retenus aujourd'hui, à l'exception, bien entendu, du deuxième figurant sur la liste, auquel j'en viens maintenant. Alors, il faut bien faire attention à la complexité des faits. D'un mot, j'annonce la couleur avant d'entrer dans le détail. On a l'acquisition d'un terrain sur lequel se trouvent des constructions dont on apprendra par la suite qu'elles ont été édifiées sans permis. Et retenons que l'acquisition du terrain comportant ces constructions non autorisées par un permis est postérieure à l'édification des constructions. Et enfin, que les constructions en cause, au départ, sont, pour reprendre les termes de l'arrêt que j'utiliserai constamment, une maison dite principale et une maison dite de famille, la maison principale étant assortie d'une piscine et la maison de famille se trouvant quelques dizaines de mètres plus loin. Je répète, c'est une seule parcelle, ça n'est pas du tout un lotissement, par exemple. Alors, une société, donc, je reviens maintenant à la fin, une société civile immobilière a acquis, en janvier 2005, des parcelles à Grasse, Alpes-Maritimes, comme chacun sait, pour ceux qui sont au parfum en tout cas, et à la suite de 2 procès-verbaux d'infraction dressés par la commune de Grasse et d'un arrêté interruptif des travaux pris par le maire de Grasse, la société acquérante a sollicité, donc je rappelle qu'elle a acheté en janvier 2005, a sollicité en mars 2006 un permis de construire visant à régulariser les travaux entrepris sans autorisation et qui avait été présenté comme une extension de la maison dite principale, sans modification de la piscine attenante, et d'une autre maison dite de famille. Le permis sollicité donc de régularisation en réalité a été délivré le 18 juillet
2006. Et comme vous le constatez, nous parlons d'une décision d'octobre 2025. Par un jugement correctionnel, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence puis de la Cour de cassation, ce permis de construire a été jugé frauduleux, d'où le prononcé de la démolition des constructions réalisées. Vous allez me dire, mais alors on arrête là. Et pas du tout. Parce que nous sommes devant le juge administratif. Et ici, il faut faire très attention à un distinguo subtil du Conseil d'État. Le criminel ne tient pas le civil en état lorsqu'on est devant le juge administratif. Le juge administratif ne se sent lié que par la constatation matérielle des faits, pas par leur qualification juridique. Faisons très attention. Donc, la qualification de fraude est une qualification juridique, ce n'est pas une qualification de fait. Elle ne s'impose pas au juge administratif. Alors, en 2015, des voisins, qui tirent d'ailleurs leur intérêt pour agir de cette finalité, des voisins immédiats du projet ont demandé au maire de Grasse de procéder au retrait pour fraude du permis de construire le 18 juillet 2006. Car, jusqu'à preuve du contraire, le juge judiciaire ne peut pas ordonner à un maire, fût-il admis que ce fût une fraude, ne peut pas ordonner à un maire d'annuler un permis de construire qui est un acte administratif. Par deux jugements du 20 août 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions implicites rejetant les demandes des requérants, qui sont des particuliers. Puis, par une décision du 19 juin 2020, le Conseil d'État a saisi, annulé des articles des jugements en question et renvoyé les affaires devant le TA de Nice. Par deux nouveaux jugements du 31 mai 2023, contre lesquels se pourvoient en cassation à nouveau les mêmes requérants et requérantes, le tribunal administratif a rejeté les demandes tendant à voir le maire condamné à retirer le permis jugé frauduleux. Mais, dans l'intervalle, sinon ce serait trop simple, tirant les conséquences du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 29 juin 2017, le maire de Grasse a, par un arrêté d'octobre 2017, retiré pour fraude le permis de construire du 18 juillet 2006. Saisi par la société pétitionnaire qui avait obtenu le permis de construire en 2006, le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 31 mai 2023, a annulé l'arrêté du maire retirant l'arrêté délivrant le permis de construire. Les requérants initiaux et le maire de Grasse se pourvoient chacun pour sa part avec ses griefs propres en cassation contre ce dernier jugement. Avant d'entrer dans le détail, le juge de cassation constate tout d'abord que dans sa demande de permis de construire visant à régulariser les travaux réalisés sans autorisation sur la maison dite principale et sur la maison de famille, la société pétitionnaire avait fait état de l'existence d'une maison de famille. Elle avait dit dans son permis, moi je demande un permis de régularisation pour la maison principale, dont on apprendra bientôt qu'elle fait 330 mètres carrés de surface hors œuvre nette, mais elle dit, mais attention, à côté, plus loin, il y a une maison de famille. Mais elle ne demande rien pour cette maison de famille. Pas de permis, pas de régularisation. Elle dit, voilà ce qu'il y a sur le terrain. Pour calculer, bien sûr, le droit à construire, bien évidemment. Et il relève, le Conseil d'État, que
il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que tant la maison de famille que la piscine ont été construites sans autorisation entre 2000 et 2003, donc avant l'acquisition du terrain, et que leur régularisation n'a pas été sollicitée, sous-entendu, comme on l'aurait pu et dû le faire, à l'occasion de la demande de permis de 2006. Se posait alors la question, on devrait mettre un L et un Q majuscule, la question de déterminer le régime de droit applicable aux faits très enchevêtrés, vous l'avez constaté, de l'espèce. Et ce n'est pas fini. Le principe en lui-même est clair. C'est d'ailleurs un principe général du droit, au demeurant intempestivement repris dans le Code des relations entre le public et l'administration. Un acte unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé à tout moment ou retiré, ce qu'exprime l'adage bien connu « Fraus omnia corrumpit ». Mais qu'est-ce qu'une fraude en matière de permis de construire? Le juge répond que la fraude, c'est le fait que le pétitionnaire du permis a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, dans le but évidemment d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, ici les droits à construire. Que convient-il alors de faire en ce cas? Là aussi, la réponse du juge est claire. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Et c'est là que commencent à se compliquer un peu les choses. D'abord, première observation, le juge précise qu'il en va ainsi, nécessité donc d'un permis, avec régularisation de l'ensemble, même dans le cas, écoutons bien, où les éléments de construction résultant de ces travaux non autorisés ne prennent pas directement appui, des travaux nouveaux, ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisé sans autorisation. Donc on comprend ce que veut dire le Conseil d'État. Vous avez un terrain, il y a des biens qui ont été construits sans autorisation, vous faites une demande d'autorisation, régularisation, peu importe, cette demande doit prendre en considération l'ensemble du bâti, y compris celui qui n'a pas été autorisé, quand bien même le permis ne serait en réalité demandé que pour une construction ou une extension de construction qui ne s'appuie pas sur les constructions non autorisées. Jusque-là, c'est assez logique. Mais, deuxième observation du Conseil d'État, qui n'a peut-être pas bien relu le considérant précédent, puisqu'il n'y a plus de considérant, le juge ajoute qu'en revanche, une telle exigence, donc que je viens d'exposer, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation, parlons donc bien de la même chose, concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet, si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet. C'est-à-dire le contraire de ce qui a été dit dans la première main. Parce que, précise le Conseil d'État, il n'en irait autrement que si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, donc, une extension, forment un ensemble immobilier unique justifiant une appréciation globale de leur conformité à la règle d'urbanisme. C'est la théorie inventée par le Conseil d'État de l'ensemble immobilier unique. En bref, c'est une traduction d'un réalisme du Conseil d'État. Le Conseil d'État nous dit, voilà, vous avez une demande de permis de construire qui porte sur un bien déterminé. Il y a un autre bien qui ne, comment dirais-je, ne porte pas sur ce bien, qui ne s'appuie pas sur les constructions non autorisées. Il y a un autre bien qui, ne, comment dirais-je, ne porte pas sur ce bien, qui ne s'appuie pas sur les constructions non autorisées. Il y a un autre bien qui ne
n'a pas été autorisé, qui existe, qui n'a pas été construit par le pétitionnaire, que lui, il a acheté un terrain, il a peut-être été d'ailleurs trompé. Il croit peut-être qu'il y a eu un permis. On ne sait pas. Et donc, nous dit le Conseil d'État, si on s'appuie que sur le contenu strict de la demande et que le reste n'interfère absolument en rien, alors, eh bien, on s'en tient à la nouveauté et point barre. Ça, dit le Conseil d'État, si on peut imaginer ou constater que, pour des raisons fonctionnelles, techniques ou esthétiques, par exemple, deux bâtiments qui sont en parallèle l'un de l'autre, ou qui forment une ligne convergente vers une fontaine, un bosquet, etc., et qui forment un ensemble immobilier unique, dès lors qu'on est dans ce cas, alors il faut prendre en considération la totalité. Et c'est là que le Conseil d'État va décider que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit. Parce que le tribunal de Nice, en refusant d'annuler donc le permis, avait invoqué comme motif le fait que l'arrêté du maire de Grasse retirant pour fraude le permis de 2006, parce qu'il n'avait pas été sollicité, etc., la régularisation, avait estimé que l'élément matériel de la fraude n'était pas caractérisé en l'absence de lien physique ou fonctionnel existant ou projeté en 2006 entre la maison principale et la maison de famille. Autrement dit, nous dit le tribunal, en 2006, quand la demande est faite, vous n'arrivez pas à prouver qu'il y a une préméditation et qu'on est en train de vous fourguer un ensemble immobilier unique. Et donc, comme l'intention n'est pas manifeste, eh bien, il n'y a pas de fraude, et comme il n'y a pas de fraude, je n'annulerai pas pour fraude. On voit bien là l'affrontement terme à terme du jugement du juge administratif et du jugement du juge répressif. Donc, le raisonnement du tribunal est censuré, parce que nous dit le Conseil d'État, l'existence d'une fraude a été écartée par le tribunal sans rechercher si l'intention de la société pétitionnaire n'était pas, dès 2006, de réaliser un ensemble immobilier unique comprenant la maison principale et la maison de famille. Et si on ne pouvait pas déduire d'éléments dont l'administration a peut-être eu connaissance postérieurement à la délivrance de ce permis, qui aurait manifesté l'intention frauduleuse comme existant dès 2006. Et le Conseil d'État voit cette intention frauduleuse dans la réalisation rapide d'un lien physique entre la maison principale et la maison de famille. On comprend que c'est un couloir de circulation. Le rythme et l'ampleur des travaux réalisés de manière continue à partir de 2005 et l'exploitation commerciale à partir de 2011 de l'ensemble immobilier ainsi créé comme un ensemble de prestiges conçus pour accueillir des réceptions, alors que le tribunal avait relevé par ailleurs que la société pétitionnaire avait mentionné dans sa demande de permis que les travaux projetés permettaient d'obtenir un ensemble cohérent par rapport aux existants. Le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit, d'où l'annulation de son jugement. Le Conseil d'État, l'affaire ayant trop duré, comme vous l'imaginez, entend régler l'affaire au fond, conformément à L 821 du Code, et ici, il faut faire très attention. D'abord, lorsque le Conseil d'État, après avoir caché un jugement ou un arrêt, décide de statuer au fond, il ne statue plus comme juge de cassation. Il statue avec les pouvoirs du juge dont la décision a été cassée. Ici, c'est un juge de première instance dont le Conseil d'État statue comme juge de première instance. Mais vous allez me dire, mais monsieur, à quoi ça sert tout ça, puisque le Conseil d'État vient de nous dire
que le tribunal n'a pas vu ce qu'il y avait à voir et qu'en conséquence, il a commis une erreur de droit en refusant la qualification juridique de fraude. Ça, c'était un... Et ceci explique le degré de raffinement de l'analyse dans un arrêt de cassation, ce qui pourrait surprendre, évidemment, pour un arrêt de cassation. D'abord, le Conseil d'État doit rappeler une règle qu'il a inventée, une règle jurisprudentielle, que dans le silence du POS, du plan d'occupation des sols, ou du plan d'urbanisme, sur la notion d'extension d'une construction existante, car s'il faut un permis pour l'extension de construction existante, le Code ne dit pas ce que c'est que l'extension d'une construction existante, à partir de 10%, de 5%, de 1%, etc., etc. Le Conseil d'État a donc inventé une règle jurisprudentielle disant extension, ça veut dire pas plus que l'existant. Donc on ne peut pas étendre plus que de la surface de l'objet immobilier déjà existant. Et en outre, il faut qu'il y ait un lien physique et fonctionnel avec elle, entre l'extension et le bâti primitif, disons, originel. Appliqué au cas de l'espèce, cette ligne générale d'interprétation du Conseil d'État le conduit à constater qu'il existe une galerie basse, donc couverte, façon galerie de couvent, si vous voulez, une galerie basse qui relie la maison principale et la maison de famille. Enfin, non prévue dans le permis du 18 juillet 2006, car c'est toujours de celui-ci qu'il s'agit. Et que cette galerie non prévue dans le permis de 2006 était déjà achevée au mois de mars 2008 et qu'il est par ailleurs constant que la demande de permis de construire de 2006 faisait état au titre des surfaces du projet, tant des surfaces de la maison principale que de celles de la maison de famille, présentées au titre de construction déjà existante, bien évidemment, et qu'il indiquait, ce permis, que serait ainsi obtenu un ensemble cohérent par rapport aux existants et à l'environnement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'alors que le permis de construire de 2006 portait sur l'extension d'une maison avec une destination de résidence principale, entre guillemets, et une utilisation envisagée d'occupation personnelle, entre guillemets, a été en réalité réalisé un ensemble immobilier destiné à être loué pour des réceptions. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société pétitionnaire avait, dès sa demande de permis de construire en 2006, pour projet de réaliser un ensemble immobilier unique réunissant maison principale et maison de famille, ce qui impliquait qu'elle sollicite la régularisation de la maison de famille, ce qu'elle s'est intentionnellement abtenue de faire de manière à contourner les règles pertinentes de plan d'occupation des sols. Enfin, oui, parce que si on n'inclut pas les deux maisons, le calcul des droits à construire se fait sur l'ensemble de la superficie. Tandis que sinon, j'aurais dû être fait sur l'ensemble de la superficie, déduction de l'existant, donc réduction. Et poursuit le Conseil d'État. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la surface déclarée de la maison principale étant d'environ 330 mètres carrés de chambre, de surface à œuvre nette, il n'était, en application de la règle posée par l'article NA1 du règlement du poste, pas légalement possible d'obtenir un permis de construire autorisant une extension d'une surface supérieure à 330 mètres carrés. Vous remarquerez l'astuce, car la règle qui veut que l'extension n'excède pas la superficie du bâti originel, cette règle est jurisprudentielle. Et le Conseil d'État, vous l'avez entendu, prétend que cette règle est posée par l'article NA1 du règlement du poste, où je vous me défie de trouver une quelconque allusion à cette règle.
En intégrant les surfaces de la maison de famille dans la présentation du projet, la société pétitionnaire a ainsi intentionnellement majoré les surfaces existantes pour pouvoir prétendre à des droits à construire supérieurs au titre de l'extension de la maison principale. La conclusion est imparable. C'est à bon droit que le maire de Grasse a considéré que, faute de solliciter la régularisation de la maison de famille et en présentant celle-ci comme existante dans sa demande de permis, la société pétitionnaire avait obtenu le permis de construire du 18 juillet 2006 par fraude et que celui-ci pouvait être retiré. Vous allez me dire, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et mesdames, messieurs, s'il n'y a plus de permis, il n'y a plus d'obstacle à la démolition ordonnée par le juge judiciaire, puisqu'il n'y a plus d'acte administratif s'interposant entre le fait matériel de démolir et la décision réitérée des différentes juridictions de l'ordre judiciaire. Belle leçon de droit qui montre la complexité des situations auxquelles est parfois confronté le juge administratif. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je ferai un plaisir d'y répondre. Bien, mais apparemment, vous êtes comblé par mes explications, j'en suis ravi. Et je vous remercie de votre attention et de votre présence. Et nous nous retrouverons donc au mois d'avril pour la prochaine prestation. Je vous remercie.